Il est 14 heures. Le webinaire Réussir vos analyses colorimétriques grâce au spectrocolorymètre X-Rite commence. Tout d'abord, merci de nous rejoindre. Vos micros et webcams sont automatiquement coupés. Vous pouvez poser des questions depuis l'interface de ce webinaire et nos experts vous répondront en live par écrit. Donc, Labomat est une société de négoce de matériel de mesure créée en 1992. Donc, depuis déjà de nombreuses années, nous assurons le conseil, la vente, l'installation, puis QOQP, maintenance préventive et curative, étalonnage et assistance technique, donc sur l'ensemble de notre matériel et en particulier sur la gamme X-Rite. Lors de ce premier webinaire, nous aborderons les sujets suivants, notamment les bases de colorimétrie, illuminant standard, observateur standard, géométrie de mesure, qu'est-ce que le spéculaire inclus exclut, les différents systèmes colorimétriques et nous continuerons en vous donnant quelques règles pour choisir un spectrocolorimètre et nous aborderons le contrôle qualité ou la formulation. On va démarrer par la théorie de la couleur. Quels sont les éléments à réunir pour distinguer la couleur? Tout d'abord, une source lumineuse, appelée illuminant, un objet et un récepteur, qui peut être l'œil ou un appareil de mesure. La lumière. La lumière, donc il y a une partie UV, une partie visible et infrarouge. Le spectre lumineux visible s'étend entre 380 et 780 nanomètres. Pour faire simple, à peu près entre 400 et 800 nanomètres. Quelles sont les différentes sources lumineuses? Est-ce qu'on perçoit donc la même couleur le matin, le midi, le soir? Est-ce que nous voyons un objet de la même couleur sous le soleil ou sous une lampe? Là, par exemple, vous avez le même citron avec une lumière neutre, en bleu ou en rose, et on voit que l'aspect du citron est complètement différent. C'est pourquoi il a été défini ce qu'on appelle des illuminants standards. Et on va commencer par le plus répandu, l'illuminant standard D. Ça correspond à la lumière du jour, D pour daylight, à midi, dans un ciel uniformément brumeux, et donc la composante UV est incluse. Parmi les illuminants D, on va trouver l'illuminant D65, qui correspond au rayonnement d'un corps noir chauffé à 6500 Kelvin, et c'est communément reconnu sous nos latitudes comme la lumière du jour standardisée. On va trouver également le D50, qui va correspondre au rayonnement d'un corps noir chauffé à 5000 Kelvin, qui sera plus jaune et qui est essentiellement là pour reproduire la lumière qu'on va trouver dans des zones polaires, ou enfin très au nord, et le D75 qui va être plutôt sur les zones tropicales avec une lumière plus blanche. Voici l'allure d'un spectre standardisé D65. On va parler également d'illuminant standard C. C'est le spectre donc, du soleil à midi dans un ciel uniformément brumeux, mais en ayant pris soin de retirer les composantes UV. On va trouver également l'illuminant standard A, qui correspond à une lampe à filament de tungstène, et donc ça peut être très facilement reproduit en laboratoire. Ça correspond à une température de lumière de 2850 Kelvin, donc c'est plutôt une lumière qui va être jaune, et ça va permettre de simuler un environnement domestique. Voilà l'allure d'un illuminant A. Donc, très linéaire, entre 400 et 800 nanomètres. On va également parler d'illuminant F. C'est F pour tube fluorescent.
Donc, il n'y en a pas qu'un seul. On va trouver, par exemple, F1, 2, 3, 4, 5, 6, comme sur les spectres qu'on voit à l'écran, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 types différents. On va également trouver les illuminants TL84 qui correspondent aux illuminants point de vente en Europe et qui correspond également à l'illuminant F11. C'est similaire. De l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on va parler des lampes Cool White, d'où les lampes CWF, pour simuler les points de vente. On trouvera également l'illuminant H pour horizon, correspondant à 2300 Kelvin et qui est utilisé pour certains essais automobiles ou textiles. Et enfin, on va trouver les illuminants UV qui sont là pour mettre en évidence des azurants optiques ou des pigments donc fluorescents. Ensuite, on a parlé du récepteur, c'est-à-dire l'œil. Et on va définir ce qu'on appelle un observateur standard. Donc déjà, on va parler de l'œil humain, comment il fonctionne, et est-ce qu'on va voir donc les mêmes choses, enfin, tous de manière identique. Donc l'œil, à l'avant de l'œil, on va avoir la cornée, qui est une membrane de protection, l'iris, ici, qui ajuste la quantité de lumière, et le cristallin, qui règle la mise au point de l'image. À l'arrière de l'œil, on va trouver la rétine, qui va être constituée de 120 millions de bâtonnets, ces bâtonnets étant sensibles à la lumière, uniquement. En gros, c'est la vision en noir et blanc. On va également trouver la fovea, qui est composée d'environ 7 millions de cônes, et ces cônes sont sensibles à la couleur. En 1896, Thomas Young supposa que le système visuel humain de la couleur est tristimulaire et il va être sensible à 3 types de couleurs, le bleu, le vert et l'ambre. En 1931, Guild et Bright donc, ont essayé de caractériser la réponse visuelle de la couleur et donc ils ont donc mis en place l'expérience suivante. On éclaire donc un écran blanc à l'aide de différentes sources lumineuses, donc dans le bleu, le vert et l'ambre. On va intercaler un cache qui va permettre de créer une ouverture de 2 ou 10 degrés et on va observer la réponse spectrale. Et en fait, on s'aperçoit que suivant l'ouverture, 2 ou 10 degrés, on va avoir une réponse spectrale qui est légèrement différente. Donc c'est pour ça qu'on définit des observateurs standards. L'observateur standard 10 degrés, qui correspond à l'observation d'un objet en vision normale, et l'observateur standard 2 degrés, qui correspond à l'observation d'un objet de petite taille ou avec un appareil optique, un appareil photo, etc., des jumelles. Voilà. Ensuite, on va définir l'objet. L'objet, il va absorber une partie de la lumière qu'il reçoit et va diffuser le reste. Pour un objet opaque, on mesure uniquement l'énergie réémise par l'objet. Pour un produit transparent, on mesure l'énergie transmise par l'objet. Et pour un objet transparent appliqué sur une surface opaque, on mesure l'énergie réémise par l'objet appliquée sur le support. C'est le cas, par exemple, pour des aquarelles, des vernis, etc.
Donc, comme on vient de le voir, la perception des couleurs dépend de trois choses: la source lumineuse, l'illuminant, la réponse de l'objet et le récepteur, c'est-à-dire l'observateur standard. Maintenant, on va voir comment mesurer la couleur. Tout d'abord, comment fonctionne un spectrocolorimètre? Un spectrocolorimètre est composé d'une lampe, d'un système optique qui va permettre d'éclairer la surface de l'objet. La lumière va être diffusée par l'objet et va passer à travers un prisme qui va décomposer la lumière en fonction des longueurs d'onde, et on va avoir un ou plusieurs capteurs, principalement plusieurs capteurs, sensibles en longueur d'onde, et on va obtenir comme ça un spectre. Et c'est ce spectre qui va être analysé. Il existe différentes géométries de mesure couramment utilisées. La géométrie 45-0, où on va avoir une source lumineuse qui va éclairer donc la surface sous un angle de 45 degrés circonférentiel. La mesure va être diffusée par la surface et on va mesurer donc la lumière diffusée sous un angle de 0 degré. Il existe également des géométries de mesure multi-angles. C'est à peu près le même principe, c'est-à-dire qu'on éclaire toujours la surface avec un angle de 45 degrés circonférentiel, comme la géométrie précédente, mais au lieu de mesurer à 0 degré, on va mesurer suivant différents angles. Dans l'exemple, à 15, 25, 45, 75 et 110 degrés. Enfin, il y a la géométrie 10x8, également appelée à sphère d'intégration ou sphère de Lubridge. Dans ce cas-là, une lampe éclaire l'intérieur de la sphère, la lumière se réfléchit sur sa surface et éclaire la surface sous toutes les incidences, et on mesure la lumière diffusée sous un angle de 8 degrés. On va définir en sphère d'intégration deux types de mesures qu'on appelle en spéculaire inclus ou spéculaire exclu, c'est-à-dire en tenant compte ou non de la brillance spéculaire. Le principe, donc pour travailler en spéculaire exclu, c'est d'utiliser un système mécanique avec ce qu'on appelle une gloss trap, qu'on voit sur la photo de droite, ou également ça peut être fait par déduction mathématique. En fait, quand on éclaire une surface, le rayon spéculaire est réémis dans un angle opposé à celui de la source lumineuse, un peu comme une balle de ping-pong qui rebondirait. Mais quand on a une surface qui est grainée, comme sur cette plaque, donc l'intensité du rayon spéculaire est liée à l'état de surface de l'objet mesuré. Donc c'est pour ça qu'on va définir la teinte et l'aspect. Dans la photo qu'on voit à gauche, on voit une plaque qui a été moulée exactement avec le même compound. Par contre, on voit différentes zones correspondant à différents grains donc, au niveau du moule. La teinte est identique dans toutes les zones. C'est pour ça qu'on va avoir les mêmes résultats en travaillant en spéculaire inclus. Par contre, l'aspect, c'est-à-dire le rendu visuel, est différent suivant les zones. Et on obtiendra des résultats différents en travaillant en spéculaire exclu. Donc, quelle géométrie de mesure choisir si on est intéressé uniquement par l'aspect final? On va plutôt travailler avec des géométries à 45-0, puisqu'en fait, ces géométries, comme on éclaire la surface sous une seule incidence, vont être sensibles à l'état de surface. Si on peut également utiliser des géométries à sphère d'intégration en travaillant en spéculaire exclu.
Ensuite, si on a des produits un peu spécifiques, comme des peintures métallisées, des produits irisés, on va utiliser des géométries multi-angles, puisque, en fait, si on regarde une carrosserie d'un véhicule, suivant si on est pile en face ou si on le regarde de profil, le rendu visuel va être différent. C'est ce qu'on va permettre donc de caractériser avec des appareils multi-angles. Ensuite, si vous vous intéressez à la fois à la teinte et à l'aspect, vous utiliserez plutôt des appareils en géométrie Dufy 8 et en travaillant soit en spéculaire inclus pour s'intéresser à la teinte et en spéculaire exclu si vous voulez donc mettre en évidence uniquement l'aspect. L'intérêt de la sphère d'intégration, c'est que, par exemple, vous formulez une peinture et donc vous avez une réclamation vous disant que la peinture n'est pas la bonne teinte. En fait, vous allez pouvoir, en travaillant en spéculaire inclus, dire bah, si c'est bien la bonne teinte qui a été fournie. Par contre, en travaillant en spéculaire exclu, vous allez pouvoir dire oui, le rendu n'est pas celui attendu et c'est un problème qui est lié à l'état de surface. Maintenant, on va parler des différents systèmes colorimétriques. La première chose, c'est les nuanciers. Bien évidemment, il existe une infinité de couleurs différentes. À la fin du XIXe siècle, Alfred Munsell, qui était un peintre et professeur d'art américain, a essayé d'ordonner les couleurs et il a fait une première classification. Il a créé finalement les bases de la colorimétrie et il a défini 3 termes. La teinte, appelée en anglais hue, la clarté, qu'il a appelée value, et la saturation, le chroma. Et c'est lui qui a posé les bases donc, des nuanciers qu'on trouve encore maintenant, appelés nuanciers Munsell. Donc le Munsell System Color donc, classe donc, les teintes suivant ces 3 axes. Donc la teinte, le hue, qu'on va trouver sur la partie cylindrique, la clarté sur l'axe vertical noir-blanc, et la saturation, c'est la distance à l'axe central. On va trouver plein d'autres nuanciers différents. Donc, bien sûr, les nuanciers Munsell existent toujours. On va trouver également les nuanciers RAL, qui sont beaucoup utilisés dans le bâtiment, et les nuanciers Pantone. Mais tous ces nuanciers ne permettent pas de décrire l'infinité de couleurs qui existent. C'est pour ça qu'on va utiliser des spectrocolorimétres. Donc la mesure de couleur, comme on l'a vu, ça va dépendre de la courbe d'énergie de l'illuminant. Est-ce qu'on a utilisé un D65, un D50, un D75, un illuminant A, un illuminant F, un illuminant UV? De la réponse de l'œil, la courbe de sensibilité de l'œil, et la courbe de réflectance de l'objet. Et à partir de ces informations sont calculés donc les paramètres CIE, X, Y, Z. Donc à droite de l'écran, on voit la courbe d'émission de la lampe. À gauche, en haut à gauche, la réponse spectrale de l'œil. En bas, la réponse de l'objet. Et en fait, au centre, on va voir le calcul donc des paramètres grand X, grand Y, grand Z, en fait, qui est la combinaison de l'illuminant, de la réponse spectrale de l'œil et de la réponse de l'objet. Donc ce sont des paramètres qui sont finalement purement mathématiques et qui ne sont pas très parlantes pour caractériser une couleur. Il y a également le système colorimétrique CIE, grand Y, petit x, petit y. C'est un système
donc qui va déjà avoir un peu plus de sens physique et qui se calcule par rapport aux paramètres primaires grand X, grand Y, grand Z qu'on a vu précédemment. Mais le système le plus utilisé, c'est le CIE LAB avec des étoiles partout. CIE, c'est Comité international de l'éclairage. En fait, le système CIE LAB définit 3 axes. La clarté, c'est l'axe L, qui est un axe entre 0 et 100. 0 étant le noir, 100 le blanc. Le A, l'axe A, c'est l'axe vert-rouge, entre moins 100 et 100. Et l'axe B, c'est l'axe bleu-jaune, entre moins 100 et 100. Donc effectivement, pour, par exemple, un orange, on va se retrouver avec des valeurs de A positives et de B positives également. Donc c'est assez facile de se repérer. Donc le système LAB, en fait, il est calculé toujours par rapport donc, aux valeurs primaires grand X, grand Y, grand Z, avec la formule que vous voyez sur la droite. L'intérêt du système LAB, c'est que c'est une représentation cartésienne de l'espace colorimétrique. Il existe également le système CIE-LCH. En fait, c'est un changement de repère par rapport au système LAB précédent et c'est une représentation polaire de l'espace colorimétrique. L étant toujours la clarté, traduit entre 0 et 100. C, le chroma correspondant à la saturation, c'est-à-dire la distance à l'axe, c'est entre 0 et 100. Et le U, qui est l'angle de teinte, et qui est compris entre 0 et 360 degrés. Donc vous avez en bas les calculs de conversion donc, du chroma et du U. Quand on s'intéresse aux mesures d'écart de couleur, c'est très simple, puisqu'on a un système cartésien, LAB. Donc quand on est capable de positionner une couleur dans cet espace, on peut en positionner une deuxième. Et calculer la distance entre ces deux points dans l'espace colorimétrique. Et la distance, c'est la racine carrée de la somme des écarts au carré. Quand on veut mesurer des écarts de couleur, si on a un delta A qui est supérieur à 0, ça veut dire qu'on est trop rouge. À l'inverse, inférieur à 0, on va être trop vert. Delta B supérieur à 0, trop jaune. Inférieur à 0, trop bleu. Delta L supérieur à 0, on va être trop clair. Delta L inférieur à 0, on va être trop foncé. Delta C supérieur à 0, on va être trop saturé. Delta C inférieur à 0, trop insaturé. Delta H supérieur à 0, trop orangé. Et delta H inférieur à 0, on va être trop rose. Donc on voit que l'interprétation de ces résultats est beaucoup plus simple que si on compare des valeurs en grand X, grand Y, grand Z. Ensuite, on va définir les tolérances d'acceptation. On va commencer par les tolérances delta E. Donc les tolérances delta E, en fait, on définit une tolérance sphérique. Par exemple, si on dit, bon voilà, ça c'est ma couleur bleue de référence, on va lui dire qu'on accepte un écart de 1 point, par exemple, autour de cette couleur de référence. Et là, on définit une tolérance sphérique. On ne donne pas plus d'importance à un axe par rapport à l'autre. D'une manière générale, l'œil humain est à peu près sensible, ça va dépendre de plusieurs paramètres, mais à peu près sensible à un delta E de 1 point. Donc en fait, il est communément admis que quand on a un delta E inférieur à 0,8, donc la plupart des gens ne verront pas de différence entre deux teintes.
Mais il est également possible de définir donc des tolérances spécifiques à chacun des axes. Et on définira par exemple un delta L, un delta A, un delta B, ou la même chose en LCH. Mais attention, l'œil est plus sensible à un écart de teinte qu'à un écart de luminance, de clarté, ou un écart de saturation. Et en fait, on définit des ellipses de tolérance, et elles sont par exemple plus larges dans le vert et moins larges dans l'orange. Et effectivement, l'utilisation de tolérances elliptiques nous permet d'être plus sélectif qu'un CIE, un delta E CIE classique. Voilà. Donc si on prend le point noir en bas à droite de l'image de droite, et ben en fait, elle serait acceptée donc en delta E standard, en delta E CIE, mais avec une tolérance elliptique, elle est rejetée. Dans les années 80, la société Mark & Spencer a demandé au Color Measurement Committee de développer une méthode de calcul permettant d'améliorer le delta E existant. Et en fait, cette méthode donc, a été publiée, est tombée dans le domaine public en 1988 et on a défini ce qu'on appelle le delta E CMC. Et en fait, ce delta E CMC décrit donc des tolérances elliptiques qui sont en corrélation avec la perception humaine. Donc, quand vous faites des mesures de couleur, il est plutôt recommandé d'utiliser donc des écarts en delta E CMC. On va ici définir 5 règles de base. Donc, on va déjà démarrer une méthode de calcul ou de mesure et s'y tenir. Il faut toujours spécifier la méthode utilisée. Donc, illuminant, est-ce que j'utilise des 65, des 50, des 75 Observateur standard, est-ce que j'utilise du 2 degrés ou du 10 degrés? Quelle géométrie de mesure j'utilise? Est-ce que c'est du 45-0, du multi-angle, de la sphère d'intégration? Est-ce qu'on travaille en spéculaire inclus ou en spéculaire exclu? Il ne faut surtout pas essayer de convertir des mesures qui ont été réalisées avec des moyens de mesure différents. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que si on essaie de comparer des résultats obtenus en 45-0 ou en sphère d'intégration spéculaire inclus, on obtienne des résultats complètement différents. Alors évidemment, les appareils ne vont pas vous dire que l'un c'est du bleu et l'autre c'est du rouge, mais en fait, vous n'aurez pas exactement les mêmes mesures. Et effectivement, donc, donc en cas de doute, vous pouvez également juger les différences à l'œil. Personne n'accepte ou ne refuse les couleurs à cause de simples mesures, c'est l'apparence finale qui compte. Par exemple, une couleur peut être bonne, mais il peut y avoir des défauts d'aspect, comme de la peau d'orange, qui vont faire que vous allez dire non, je ne suis pas satisfait du rendu de mon produit. Donc, comment choisir un moyen de mesure? La première chose, c'est peut-être tout simplement de faire du contrôle visuel. Donc, ça peut être fait à l'aide de cabines à lumière qui vont avoir un environnement le plus neutre possible, généralement c'est des gris, qui vont disposer de plusieurs illuminants, donc du D65, du D50, du D75, du A, du F, etc. Et également donc permettre de faire des séquences pour passer d'un type d'illuminant à l'autre. Ensuite, vous allez pouvoir comparer vos mesures, vos évaluations à des nuanciers. Donc là encore, on utilise les nuanciers Munsell,
RAL ou Pantone principalement. Mais par contre, quand on fait du contrôle visuel, il est important de s'assurer que l'opérateur qui va faire ces comparaisons visuelles n'ait pas de problème de perception des couleurs. C'est pour ça qu'il existe un test, le test de Farnworth-Munsell, qui a différents plots de couleurs différentes en céramique, et il va falloir simplement les classer dans l'ordre logique, comme on le voit sur l'image. Et il y a un petit logiciel qui va permettre de définir si l'opérateur a une bonne perception des couleurs. Un opérateur peut par exemple très bien avoir une très bonne perception des couleurs dans le vert, mais être très mauvais dans le rouge, le jaune, etc. Donc là, justement, le petit logiciel d'évaluation qui est fourni avec le test Farnworth va permettre de mettre en évidence les problématiques de vision de l'opérateur. Ensuite, on va avoir le nuancier électronique capture, qui est un tout petit spectro portable, ultra portable, et qui va avoir 16 nuanciers intégrés. On voit la liste ici. Et en fait, vous flashez la surface et l'appareil va aller rechercher dans sa base de données de nuanciers et va vous indiquer la couleur la plus proche dans le nuancier. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, les spectrocolorimètres à 45.0 sont utilisés principalement pour mesurer des problématiques d'aspect. Donc on va retrouver le grand frère du capture qui s'appelle le RM200QC et qui cette fois-ci va vous permettre de faire des mesures en LAB mais également en écart. Ensuite, un appareil un peu plus haut de gamme, donc le spectrocolorimètre exact, et un appareil toujours en géométrie 45.0, mais cette fois-ci en mesure sans contact, le MetaView, qui peut être intéressant quand on n'a pas la possibilité de venir en contact avec la surface. Donc, par exemple, sur des poudres cosmétiques, enfin voilà, tout ce qui est produit pour lesquels on ne peut pas venir en contact avec la surface. Ensuite, on va avoir les appareils multi-angles qui vont, comme on l'a dit tout à l'heure, plutôt être utilisés pour des peintures métallisées, des peintures, des produits irisés, etc. Et X-Rite va proposer différents modèles. Le MA5QC, qui est l'appareil d'entrée de gamme qui va disposer simplement de 5 angles de mesure, ou les appareils TA6 et TA12, MAT6 et MAT12, qui vont respectivement avoir 6 ou 12 angles de mesure. Ensuite, les appareils à sphère, donc pour mesurer la teinte et l'aspect. On va avoir toute la série des appareils CI6X, c'est-à-dire le CI60, 62 et 64. La différence entre ces appareils, le CI60 a simplement une ouverture de mesure de 8 mm, alors que le CI62 a plusieurs ouvertures, 4, 8 ou 16 mm, et le CI64, on a la possibilité d'avoir des ouvertures de mesure qui sont interchangeables. Après, plus on va monter en gamme, plus la précision des appareils va être importante dans la famille CI6X. Également, à savoir que le CI60 n'est pas interfaçable avec les logiciels de colorimétrie Color IQC ou Colorimatch. Le C4002, qui est un système de paillasse, va utiliser les mêmes optiques que la série portable CI6X, mais donc là va permettre d'avoir un appareil de paillasse. L'appareil peut être mis en deux orientations. Là, il est mis en position verticale sur l'image. Par contre, on peut pivoter la tête de mesure de 90 degrés
et auquel cas pouvoir s'en servir pour mesurer des produits liquides, pâteux, des poudres, etc., à travers des cuvettes qui seraient posées sur la surface de l'appareil. Ensuite, toujours dans les spectrocolorimètres à sphère, on a les spectrocolorimètres CI7X qui permettent une mesure par réflexion ou par transmission. Donc, par exemple, si on prend des liquides qui sont, ou alors des vernis, un vernis, c'est important puisque c'est pas complètement opaque de pouvoir le mesurer par transmission. Et là, l'appareil permet de le faire. Également, ça va être pour des films plastiques transparents, ce genre de choses. Voilà. Ensuite, on a un appareil qui est uniquement de la mesure par transmission qui s'appelle le LICO 690, qui va permettre de mesurer en LAB, bien sûr, mais également sur des échelles spécifiques. L'échelle ASEN, ça c'est pour des liquides qui sont quasiment incolores donc à l'œil nu. La couleur Garner, qui va être plutôt dans les tons de jaune. Également, calculer des paramètres spécifiques à la pharmacopée européenne ou américaine. Toujours dans des paramètres qu'il est capable de calculer, on parle d'échelle Siebold, d'indice diode, CLET ou STM D1500. Donc ce sont des paramètres qui sont principalement utilisés dans l'industrie chimique ou pharmaceutique. Mais la couleur ne suffit pas, il y a d'autres paramètres qui peuvent être mesurés. Donc par exemple, le Novogloss IQ va permettre de mesurer la brillance sous 3 angles, 20, 60 et 85 degrés, le haze et la peau d'orange, pour être plus précis, le DOI, Distinguished of Image, pour mettre en évidence la peau d'orange. Et avec des appareils comme le NovoShade Duo, on va pouvoir mesurer le shade et l'opacité. Donc maintenant, quand on a un spectrocolorimètre, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut l'utiliser soit en contrôle qualité, donc pour avoir une base de données de tous les produits qu'on produit, être capable de les comparer les uns aux autres, vérifier que les tolérances d'acceptation sont bien respectées. Mais également, on peut l'utiliser en formulation pour mettre au point des nouveaux produits. Donc, le X-Rite propose plusieurs logiciels, mais en particulier le logiciel Color IQC et le logiciel Color Image. En fait, ces deux outils vont vous permettre de mesurer, d'avoir un outil de contrôle qualité de vos produits, ça c'est le Color IQC, mais également avec le Color Image, de travailler sur la formulation de vos produits. En fait, c'est exactement le même logiciel, c'est simplement des fonctions supplémentaires qui sont activées sur Color Image. C'est-à-dire que si vous avez déjà le logiciel Color IQC, vous pouvez le faire évoluer vers Color Image. Voilà. Tous ces logiciels sont compatibles avec les différents appareils X-Rite, sauf le Capture, le nuancier électronique, le RM200QC et le CI60, qui n'est pas interfaçable avec ces logiciels. Quand on veut faire de la formulation, il est important de maîtriser tous les paramètres, et notamment, si on s'intéresse à des peintures ou des encres, de disposer de supports d'application qui sont reproductibles, et c'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser des cartes de contraste Leneta. L'intérêt aussi, c'est que ces cartes, noir-blanc, n'ont pas d'azurant optique, notamment quand on s'intéresse à des encres
c'est important de vérifier qu'il n'y a pas d'azurant optique dans le papier. Et donc, utiliser un support d'application qui soit toujours le même et également de faire une application la plus reproductible possible. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser des applicateurs manuels, des barcodeurs, des applicateurs Bird, des Baker, voilà, tout ce type d'applicateurs, mais il y a toujours l'influence de l'opérateur qui peut être mise en cause. C'est pour ça que quand on veut faire la formulation, il est quasiment impératif de disposer d'un applicateur automatique de film. Donc voilà, ce webinaire se termine. On vous remercie de votre attention. On espère pouvoir vous revoir donc, pour un prochain webinaire afin d'approfondir vos connaissances. Là, c'était un premier webinaire très général sur la colorimétrie. On fera des choses un peu plus pointues dans les prochaines semaines et prochains mois. Dans quelques heures, le temps de mettre tout ça au point, vous recevrez un lien donc, qui va vous permettre de regarder en replay ce webinaire. Je vous souhaite une agréable fin de journée. À très bientôt. Au revoir.